bonsoir, c'est Selon, bienvenue pour la 19e émission des Visages de la Recherche. Ces hommes, ces femmes passionnés et obstinés pour aller encore plus loin dans leur connaissance et donc préparer notre avenir. Olivia Gossery, bonjour ou bonsoir. Bonjour. Vous êtes chercheuse qualifiée FNRS en sciences médicales à l'Université de Liège et directrice de Coma Science Group. Alors, vous avez 18 ans. Vous n'avez pas encore d'idée de ce que vous voulez faire. Vous passez 1 an à l'étranger et là... Paf! Je décide de vouloir mieux comprendre les comas. Oui. Parce que je me suis retrouvée dans un centre de réadaptation au Canada et je devais deviner ce que les patients avaient eu comme accident. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous passés par le coma à un moment donné. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet état? Qu'est-ce qui fait qu'on va dans le coma et comment est-ce qu'on sort du coma? Vous avez 18 ans à ce moment-là. Et j'avais 18 ans à ce moment-là. Mais vous étiez déjà un peu chercheuse dans l'âme. Un petit peu. Oui. Alors, vous faites une thèse, donc c'est un sujet quand même complexe, et vous décidez de danser votre thèse. Et d'ailleurs, vous avez remporté toute une série de prix. Alors, je vous propose de voir un petit extrait, puis vous allez nous expliquer finalement ce qu'est le coma. On regarde. OK. Chorégraphie extraordinaire, alors on avait un tout petit bout. Alors, qu'est-ce que c'est que le coma? C'est un peu un terme fourre-tout, non? C'est tout à fait un terme fourre-tout. Donc, en fait, il y a le coma, le vrai coma comme on l'entend. Donc, c'est un état aigu qui ne dure que quelques heures à quelques semaines. Et dans cet état, la personne a toujours les yeux fermés. Elle va être inconsciente et les yeux fermés. À partir du moment où elle ouvre les yeux, elle sort du coma. Donc souvent, on entend « Ah, la personne est restée 19 ans en coma », ben, ce n'est pas possible. Alors, elle est passée en état végétatif. Maintenant, on préfère le terme « syndrome d'éveil non répondant ». Donc, la personne va ouvrir les yeux, mais rester inconsciente, ne montrer que des réflexes. Et puis après, il y a l'état de conscience minimale, où les personnes vont avoir vont pouvoir retrouver des signes de conscience, comme une poursuite visuelle, ou une localisation de la douleur, ou une réponse à la commande. Donc, quand on dit coma, on pense généralement à tous ces états, mais le vrai coma, c'est un état aigu. Et dans votre thèse, vous avez donc étudié la conscience et essayé de comprendre le coma. Alors, on dit souvent, quand quelqu'un est dans le coma, il faut lui parler, elle entend. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'on a montré ici que même les personnes qui sont en coma, parfois, si on les met dans un scanner, on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, on voit qu'ils vont réagir de manière similaire à vous et moi. Donc, de manière générale, il faut se dire que les personnes peuvent entendre. Elles sont susceptibles de pouvoir entendre ou de sentir les choses ou même de pouvoir voir les choses. Il paraît qu'il y a l'expérience du joueur de tennis. Expliquez-nous ça. Voilà, c'est incroyable, cette histoire. Donc ici, ce sont des patients où on pense qu'ils sont inconscients. Donc on va voir, comme on a vu ici dans la vidéo, on fait des évaluations au chevet. On se rend compte qu'ils ne montrent que des signes réflexes, donc pas du tout des signes de conscience. Et puis on va les mettre dans un scanner. On va leur demander de s'imaginer jouer au tennis ou de s'imaginer parcourir les pièces de leur maison. Et on va voir qu'ils vont activer les aires cérébrales spécifiques. Donc, jouer du tennis, on va activer les aires motrices. Ou s'imaginer parcourir les pièces de la maison, on va activer les aires plutôt de l'hippocampe. Donc ici, on voit que dans 25% des cas, on pense que la personne est inconsciente. Or, avec cette technique de neuroimagerie, eh bien, on peut voir qu'en fait, elles ont compris les commandes, elles ont effectué ce qu'on leur a demandé et donc forcément, elles sont conscientes. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Mais ces gens qui jouent au tennis, si j'ose dire, est-ce qu'ils se sont réveillés? Est-ce qu'ils avaient le souvenir ou pas? Ça, c'est difficile à dire parce que généralement, dans ces états-là, ils ont des problèmes de mémoire. Donc, quand ils récupèrent, ils ne se souviennent plus de ces moments-là. Mais vous l'avez vu avec les imageries et toute cette technologie moderne. Tout à fait. Alors, maintenant, votre recherche actuelle au FNRS, c'est d'essayer d'améliorer la vie des gens qui sont dans le coma et aussi de leur entourage, parce que c'est très dur. Mais vous devez chercher tous azimuts, c'est-à-dire à la fois des médicaments...
Donc, dans les approches thérapeutiques qu'on investigue pour le moment, il y a les approches pharmacologiques, donc où on donne des médicaments, et puis il y a les approches de stimulation cérébrale, où on stimule le cerveau pour essayer de les réveiller ou d'améliorer leur condition. Non-invasive, ça. Non-invasive. Pour le moment, en tout cas, Alors, prenons les médicaments. Alors, quand je vous ai rencontré, il y a un somnifère, en général, c'est pour endormir les gens, et bien là, il peut sortir certains du coma. Voilà, donc ça, c'est le zolpidem ou le Stilnox au Ambien. Donc, c'est un somnifère, on prend ça pour s'endormir. Oui. Or, dans 5% des patients qui ont des troubles de la conscience, eh bien, ils vont se réveiller. Donc, certains vont pouvoir parler, d'autres vont pouvoir manger. Donc, je connais une personne qui en prend 3 fois par jour pour manger, sinon il ne peut pas manger. Et certains vont pouvoir même marcher avec l'aide de personnes. Et puis, ils retombent dans le coma. Et ça dure que 4 heures, et puis ils retournent dans leur état précédent. Donc, c'est quand même assez miraculeux quand ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas souvent, mais quand ça fonctionne, ça peut vraiment aider. Et vous avez découvert ça par hasard? C'est par hasard. En l'an 2000, c'était en Afrique du Sud, où là, il y a une personne qui était un peu agitée pendant la nuit. Donc, l'infirmière lui a donné du zolpidem et il s'est réveillé et il a demandé à voir sa maman. Et parfois des champignons psychédéliques aussi? Alors ça, c'est nouveau dans les approches thérapeutiques. On essaye de voir si les agents psychédéliques peuvent aussi avoir un effet pour réveiller nos patients. Parce que de manière générale, on a vu, des études antérieures ont montré que si on prend des psychédéliques, on va avoir une augmentation de l'activité du cerveau chez tout un chacun, donc vous et moi. Alors, je n'ai pas pris, je ne peux pas dire. Alors que chez nos patients comateux ou post-coma, on va dire, on voit qu'il y a une diminution de l'activité, de cette complexité du cerveau. Donc en théorie, on se dit, si on donne des psychédéliques qui augmentent l'activité électrique du cerveau, eh bien, ça devrait pouvoir aider ces patients à récupérer. Et donc, dans les données préliminaires qu'on a observées, on a vu que ça augmente effectivement la complexité du cerveau. Donc, si on leur donne de la kétamine ou de la psilocybine, donc les magic mushrooms, les champignons magiques, donc ils vont avoir une augmentation de l'activité électrique du cerveau, mais pas nécessairement des comportements associés. Mais on voit qu'il y a une diminution de la spasticité et alors ils sont plus éveillés aussi. Donc, votre recherche, c'est améliorer le diagnostic, évidemment, des comas, plus des solutions. Donc, vous avez une recherche à la fois fondamentale, mais très proche de la clinique. Tout à fait, puisqu'on voit les patients au quotidien. Oui. Oui. Donc ça, c'est une recherche fondamentale particulière, presque appliquée tout de suite, ou en tout cas pas longtemps après. Voilà, c'est de la recherche translationnelle. Donc on part voilà le mot, oui. de tout ce qui est fondamental et puis on va vers la clinique pour ultimement pouvoir aider les patients à mieux récupérer après un coma. Vous travaillez aussi sur le coma et la mort imminente, comme on dit, qui est un sujet qui provoque pas mal de controverses, de polémiques et qui intéresse tout le monde. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en tant que scientifique, vous considérez que c'est une expérience réelle qui provoque des choses tout en étant très culturelle? Tout à fait. Donc là, on a montré dans des études précédentes que les personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, pour eux, c'est réel. Ils l'ont vraiment vécu. Ils ont vraiment eu une expérience subjective à ce sujet-là. Mais on voit que c'est lié aussi à la culture. Donc, par exemple, ici, on va parler d'un tunnel. On voit de la lumière et un tunnel. Alors qu'en Inde, ils vont plutôt parler de voir une rivière, d'être dans une rivière. Donc, on voit qu'il y a quand même des aspects culturels qui entrent en jeu dans ce type d'expérience. Quand certains disent qu'ils sont dans le coma, où on les opère, etc., et puis, hop, ils s'élèvent et ils entendent des conversations qui se passent. Et certains disent, mais oui, on a dit ça. Est-ce que ça, scientifiquement, ça se défend ou pas? Mais pour le moment, c'est toujours de manière anecdotique. Donc, on n'a pas encore vu ce genre d'expérience de manière prospective dans une étude rigoureuse, mais mes collègues sont en train de faire cette expérience particulière au CHU de Liège. Ah oui. Donc, on vous en dira bientôt les résultats. Dites-moi, qu'est-ce que vous espérez, vous êtes encore très jeune, dans les 20 ans, 25 ans qui viennent dans votre recherche? Qu'est-ce que vous espérez? Quelle est votre utopie? Trouver un traitement pour le coma. Après, je pense que ce ne sera pas un traitement, mais plusieurs traitements. Mais vraiment de pouvoir aider ces patients et leurs familles aussi, parce que les familles, c'est quand même, elles sont dans des situations très difficiles et très émouvantes. Donc de pouvoir à la fois
trouver des remèdes pour qu'ils aillent mieux et aussi de mieux comprendre les mécanismes de la conscience qui va avec. Parce que si on comprend mieux les mécanismes, eh bien, on va pouvoir potentiellement trouver des meilleurs traitements aussi. Donc, c'est très, très intriqué. Est-ce qu'il y a une collaboration internationale? Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses qui s'attaquent à cela? Ou à Liège, vous êtes à l'avant-garde? À Liège, on a un centre d'expertise depuis de nombreuses années. Et là, maintenant, depuis 5-10 ans, il y a beaucoup plus de centres aussi qui travaillent sur le sujet, que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Espagne, au Canada récemment. Donc, il y a de plus en plus de collaborations qui se font entre ces différents centres, puisque plus on est, mieux c'est. Alors, on a vu, hein, vous avez dansé votre thèse. Certains chercheurs le font, surtout quand elle est complexe. Mais j'ai appris aussi que vous étiez une sportive incroyable. Le Sarthe-Ilman, vous le grimpez à vélo. Triathlon. Triathlon. Demi-Ironman. Oui, mais c'était déjà il y a un petit temps. Hein. Oui. Il faut que je m'y remette. Ça, c'est pour, comment dirais-je, penser à votre recherche pendant que vous faites ça ou pas? Parfois. Mais c'est aussi juste pour se sentir bien, de pouvoir faire du sport dans les moments de pause qu'on a quand on ne fait pas de recherche. Alors, vous avez aussi depuis peu une équipe à gérer, vous avez des doctorants, etc. Quel genre de chef d'équipe vous êtes? Je pense que je suis dynamique, que je laisse la place à l'autonomie. Donc, chacun peut aussi faire ce qu'il veut dans la mesure où ça rentre dans notre recherche. Et alors, j'aime bien avoir un esprit d'équipe. Donc, on fait beaucoup de recherches ensemble. Des brainstorming. Des brainstorming, des réunions. Et alors, on est souvent plusieurs sur plusieurs projets. Donc, ce n'est pas un étudiant qui a son propre projet. Ils ont leur propre projet, mais ils participent aussi au projet des autres dans l'équipe. Merci d'avoir été mon invité. Vous pourrez voir, bien entendu, toutes ces capsules et tous ces entretiens sur les sites de La Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir.